Donc là, on va rentrer dans une situation qui est une situation à la fois fréquente et à la fois une situation qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Et voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se plaint brutalement d'une dysphagie au coucher. Elle n'avait jamais eu aucun problème. Et la seule chose qui m'a mené au diagnostic avant de faire l'endoscopie tout à fait difficile et horrible que vous voyez par rapport à cette brûlure du tiers supérieur de l'ésophage, la seule chose que je peux vous dire cliniquement, c'est que c'est une jeune adolescente acnéique. Donc c'est vraiment important. La doxycycline doit se prendre en position debout avec 2 grands verres d'eau, si possible pendant le repas. C'est vraiment important parce que prendre de la doxycycline avec un petit peu d'eau couchée, c'est quelque chose qui est un élément qui sont véritablement, vous avez vu, hein. Donc j'ai vu que 4 ésophagites caustiques, mais à chaque fois, quand c'était le tiers supérieur, c'était la doxycycline chez des grandes adolescentes, hein, 12, 13, 14 ans. Cet enfant-là vient pour gastro-émétisante, c'est-à-dire sans diarrhée. Et l'interne me dit il a une gastro-entérite à forme émétisante. Ça me marque toujours, hein, parce que la gastro sans gastro, c'est une entérite. Voilà. Toujours est-il que vous voyez qu'à l'examen clinique, il avait un rotavirus qui lui avait quand même chatouillé le nez, là. Et qu'on était quand même dans une situation qui nous a fait poser des questions. Et quand on est dans son œsophage, et ça c'est une première, alors j'en ai vu que 2, hein, mais ça c'est une brûlure thermique. Brûlure thermique, pourquoi ? C'est parce que cet enfant-là avait bénéficié d'un lait qui avait été chauffé au micro-ondes, je rappelle. Et on avait fait l'étude, hein, 72% des mamans chauffent le lait au micro-ondes. Je rappelle que le mieux, hein, c'est de évidemment, les laisser à température ambiante, hein. Mais quand on veut les chauffer, alors bon, le bain-Marie, à mon avis, il n'y a plus que Marie, hein, qui fait les bains comme ça. Maintenant, on est dans une situation qui est une situation de chauffe-biberon, hein. Mais je vous en conjure, le micro-ondes, oui, effectivement, ça fonctionne, hein. Ce n'est pas un problème de perte vitaminique ou de perte calorique, hein. Le problème, c'est que les outils varient. Et que les micro-ondes, c'est comme pour les régurgitations de tout à l'heure, entre les micro-ondes qui chauffent à 350 kW, à 500, à maintenant, il y en a à 1500. Et donc ici, qui n'a jamais rien mangé chauffé au micro-ondes? Personne. Tout le monde a déjà mangé. Qui, alors que vous avez bien pris peine de regarder sur la notice le temps qu'il faut pour chauffer, vous chauffez à la bonne, comment dirais-je, avec le bon minutage, et puis au moment de la première bouchée, vous dites « Ah, c'est bon, pas de problème, bien joué ». Et puis le deuxième, vous dites « Ah, c'est froid ». Et le troisième, c'est chaud. Ça, c'est le micro-ondes. C'est un chauffage inhomogène. La maman a beau dire qu'elle touille, la maman a beau dire qu'elle met la goutte sur la face postérieure de sa main, eh bien au début c'est vrai que le biberon a une bonne température, mais il peut se brûler avec la partie médiane du biberon. C'est pas fréquent, certes, mais c'est complètement évitable. Et de toute façon, il y a une recommandation gouvernementale qui dit qu'il n'est pas recommandé de chauffer au biberon. Donc c'est difficile parce que ça c'est quelque chose qui est à rentrer dans le quotidien. Il ne faut pas être invasif avec les situations de guidance parentale, mais il faut accompagner et essayer de faire en sorte que ces éléments qui sont donc thermiques soient les moins utilisés possibles.
En termes d'épidémiologie, parce que j'ai travaillé avant de venir, j'ai fait une analyse exhaustive de la littérature et à ma grande tristesse, je n'ai pas vu d'études sur les ingestions de caustique au Maroc. Ceux qui ont été publiés sont surtout en Tunisie. Et je sais qu'au Maroc, comme en Tunisie, comme en Algérie, malheureusement, vous souffrez de cette même surincidence, entre guillemets, d'ingestion de caustique. Donc, sur la physiopathologie, je vais aller vite, mais ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est ce qu'on appelle le pH du produit ingéré, moins de 2, strictement inférieur à 2. 2, c'est la limite. Mais quand on a un pH à 1, vous savez quel est le pH du Coca-Cola? Un peu plus de 3. D'accord? Donc, de l'acidité dans l'estomac, on peut le supporter. Hein, ok? Donc, un pH à 1 ou à 2, on peut avoir des soucis avec des lésions gastriques qui peuvent être parfois tout à fait térébrantes. En ce qui concerne le caustique, ce qui est dit caustique, c'est 12. Et donc, on sait très bien que dans ces cas-là, on peut avoir une nécrose par liquéfaction avec des lipoprotéines de surface qui vont être complètement dissoutes. Voilà. Alors, c'est vrai que les enfants ne sont pas des souris, mais tant mieux. Mais regardez en 10 minutes, regardez l'importance de la réaction ésophagienne face à une base à 12. Donc ça, c'est la lumière ésophagienne normale. 10 minutes après avoir ingéré de la soude caustique, regardez comment il y a eu un épaississement de la muqueuse. C'est en 10 minutes. D'accord ? Autrement dit, il y a une réaction inflammatoire terrible qui va induire une des complications que vous connaissez toutes et tous, à savoir la sténose. Donc il y a des nombreux produits, hein. Je ne vais pas les détailler. Hein. En plus, on sait que chaque région a son produit caustique habituel, hein, que ce soit des produits qui servent à faire tremper les olives pour certains, que ce soit des produits qui sont des produits ménagers. L'eau de Javel en France, telle qu'elle est vendue, ne présente aucun risque. Maintenant, il y a des eaux de Javel qui sont faites de manière artisanale et qui peuvent avoir malheureusement des pH qui sont supérieurs à 12. Alors, quand un enfant ingère un produit caustique, que ses parents le voient, quand il y a des signes cliniques, ça ne pose pas tellement de problèmes. Quand il y a un contexte de brûlure assez horrible comme ça, ben, tout de suite, on va avoir une prise en charge qui est extrêmement maintenant bien systématisée. En urgence, dans tous les cas, on lave les yeux et la face parce que souvent, il y a des brûlures oculaires qui sont négligées. Et ça, il faut vraiment laver les yeux et la face. On retire les vêtements immédiatement. On laisse à jeun. Ce n'est pas comme pour l'ingestion des piles hier où on donnait du miel. Et on essaye de retrouver le produit. Ça, c'est vraiment fondamental, de retrouver le produit ingéré. Et une fois qu'on a le produit ingéré, soit vous n'êtes pas dans un centre hospitalier et vous prenez une bandelette à pH comme vous faites pour le pipi, hein, et là, vous essayez de voir quel est le pH du produit. Soit vous êtes dans un centre hospitalier et vous mettez... Si vous avez un centre de gastro-entérologie, vous demandez au gastro-entérologue de prêter la sonde de pH-métrie et avec le pH-mètre, vous mesurez le pH du produit caustique de manière beaucoup plus précise. Donc, les recommandations mondiales sont de faire l'ésogastro-duodénoscopie chez tout enfant avec ingestion de caustique suspectée. Et si jamais on est dans des produits corrosifs qui sont donc supérieurs à 2 ou inférieurs à 12 et que l'enfant est asymptomatique, il n'y a pas besoin de faire d'endoscopie.
D'accord? Donc, avant l'endoscopie, et évidemment, notre protocole, je peux tout à fait le partager avec vous. Hein, et vous connaissez, hein, ne pas faire vomir, ce n'est pas la peine de faire passer le caustique à l'endroit et à l'envers. Les antidotes, ça ne sert à rien. On ne pose pas de sonde gastrique, s'il vous plaît, parce qu'on a eu des enfants qui ont eu des médiastinites avec des faux trajets qui ont été faits secondaires à une sonde gastrique. On fait un bilan, on perfuse. On les met en proclive pour éviter que, chez le grand, hein, suite à une régurgitation, il y ait une remontée trop importante. Donc on les met vraiment en position assise. Et puis là, on commence les IPP. Alors voilà ici ce que ça donne. Merci pour le film. Donc vous voyez, c'est impressionnant parce que c'est tout blanc, noir. Et ça, c'est des situations qui vont être vraiment, vraiment à risque. Donc, quand est-ce que vous faites une endoscopie? Pour l'acide, mais c'est rare hein, d'avoir une ingestion de produits acides, parce qu'il faut que ce soit à pH à 1. Dès que vous avez cette ingestion, on fait l'endoscopie le plus tôt possible, parce que c'est la vitalité non seulement de l'œsophage, mais de l'estomac qui est mise en danger. Par contre, pour les produits alcalins, les soudes caustiques, ça ne sert à rien de faire trop tôt, parce que ça sous-estime les lésions. Et donc, il faut absolument la faire après 6 heures. Si jamais l'enfant arrive et la mère a dit « il va pas bien et il a avalé quelque chose il y a 3 jours », ça ne sert pas de faire l'endoscopie, il faut faire un scanner. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont véritablement bien consensuelles. L'endoscopie, on la fait toujours avec une intubation, pour éviter évidemment des remontées. Pardon ? Voilà, donc tu es en avance de quelques diapositives et effectivement, il est assez pertinent pour voir le stade d'œsophagite quand on est à distance de l'ingestion. Et les adultes d'ailleurs font beaucoup plus de scans que les pédiatres parce que chez l'adulte, la muqueuse est un petit peu plus épaisse que chez l'enfant et donc le scan est performant et ça évite l'anesthésie générale quand les adultes ont un scanner. Ce que je voudrais vous dire avec cette diapositive, c'est assez simple, c'est que ce n'est pas parce que la bouche est saine qu'il n'y a pas de lésion ésophagienne. Maintenant, plus la bouche est atteinte, plus il y a de risques d'avoir une lésion ésophagienne. D'accord ? Il en est de même pour les lésions ORL. Donc il n'y a pas de corrélation entre les lésions buccales et les lésions ésophagiennes. C'est quelque chose qui est absolument fondamental à avoir en tête. Si jamais il y a un gros volume ingéré, d'accord, il n'est pas recommandé de faire l'endoscopie, il est recommandé de faire le scanner immédiatement. OK ? Donc, Hassan, le scanner, tu vois, là on voit vraiment l'épaisseur, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais voir d'aussi manifeste chez un enfant. Et donc, en fonction de l'importance, on voit des ésophages qui sont dilatés comme jamais on en a vu chez l'adulte, en fonction du scanner, on peut grader l'épaississement chez l'adulte qui a eu une ingestion de caustique. Donc je récapitule, le scanner, il sert chez l'enfant en cas d'ingestion de gros volume ou si on est 3 jours après l'ingestion, plus de 48 heures. Chez l'adulte, c'est systématique, on ne fait plus d'endoscopie, on fait que des scanners. Qu'est-ce qu'on voit chez l'enfant? On voit plusieurs types, peu importe, on n'est pas endoscopiste, mais plusieurs types qui correspondent à une classification d'œsophagite caustique. Et en gros, dès qu'on est après le grade 2B, on va avoir une attitude différente parce que le grade 2B, c'est le cut au-delà duquel le risque de sténose est majeur. D'accord? Donc, peu importe les photos, hein, c'est juste pour vous montrer des grades 2B, il faut que ce soit circonférentiel. OK? Donc, le score dit de Zargar est prédictif. Plus de 2B, il y a plus de sténose. Quand il y a une nécrose gastrique comme ici, c'est un facteur péjoratif.
mais il n'y a pas de sténose et il n'y a pas de lésion autre que la perforation au niveau de l'estomac. Donc la prise en charge, elle est tout à fait habituelle, hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de lésion, ben, il n'y a pas de problème. Si on est à stade 1, on fait un pansement digestif. Stade 2A, on met des IPP en plus. Et puis si on est à un stade 2B ou un stade 3, il faut hospitaliser systématiquement l'enfant. Et là, il y a une grande discussion qui s'est posée sur est-ce que les corticoïdes peuvent avoir un intérêt pour diminuer le risque de sténose. Et il y a eu plusieurs études qui ont été faites depuis les années 90. Il y a eu une première, il y a eu une deuxième, et une troisième, avec beaucoup de nos amis tunisiens, Ahmed, Samir, qu'on connaît, hein, qui sont nos amis, qu'on salue. Et en fait, celui qui a fait l'étude qui est la plus probante et qui a réussi à publier en 2014, c'est notre ami Merve d'origine turque, qui, peu importe le design, a bien montré que quand on donne des grosses doses de solumédrol, hein, méthylprednisolone, 1 gramme pour 1 mètre carré 73, c'est-à-dire des bolus, pendant 3 jours, eh bien, le risque de sténose est statistiquement significativement moindre. Autrement dit, les corticoïdes, quand ils sont donnés à grosse dose, préviennent les sténoses et les diminuent de manière significative. Ça diminue par 3. Ça ne les empêche pas, hein, mais ça les diminue. Et donc, il faut, dès qu'il y a une œsophagite caustique qui est gradée au-delà de du grade 2B, donner ces corticoïdes haute dose. Ça a été repris maintes et maintes fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met non seulement les bolus, mais aussi des antibiotiques, parce qu'il y a un risque de médiastinite qui est extrêmement important. Donc, voilà ici, qu'est-ce qu'on fait pendant l'endoscopie. Tout est très très bien précisé. Puis dès qu'on est à un stade 2B, on met en route le traitement par méthylprednisolone pour éviter les 3 complications des œsophagites caustiques ou thermiques, hein, que sont les perforations précoces, les sténoses à distance et malheureusement le cancer. Donc les sténoses, les complications précoces, on les a vues, hein. L'inhalation, il faut vraiment les intuber, ne pas mettre de sonde gastrique à l'aveugle. L'insuffisance respiratoire, ils font des pneumopathies de déglutition, il faut les mettre sous couverture antibiotique pendant au moins 5 jours. Tout le reste est facilement dépisté et traité. En ce qui concerne les sténoses, par contre, là, on est dans des situations qui nécessitent, en fait, quand la sténose est apparue, malgré la mise en route d'un traitement par méthylprednisolone, on se retrouve avec des enfants qui ont besoin de dilatation itérative. Et donc, les dilatations endoscopiques sont supérieures que le remplacement œsophagien par un bout de côlon, hein, qui est quand même difficile d'un point de vue chirurgical. Mais vous savez que les dilatations endoscopiques avec des ballonnets, maintenant on fait avec des ballonnets, elle est efficace, mais elle est peu efficace à côté des nouvelles technologies. Donc je vous en conjure, si vous avez des patients qui ont des sténoses post-caustiques, ce que je voudrais vous dire au cas où on vous donnerait une information qui soit différente, c'est que la pose de stent, vous savez, les choses qu'on met aussi dans les coronaires ou autres, hein, le stent dans l'ésophage, l'œsophagite caustique, ça ne marche pas. D'accord? Le stent, ça marche dans les perforations post-chirurgicales immédiates, c'est remarquable. Mais dans les œsophagites caustiques, ça ne marche pas, ça lèse encore plus l'œsophage. Je vous dis ça parce qu'on a eu beaucoup de nos collègues marocains ou algériens qui nous ont envoyé des enfants après pose de stent. C'était quelque chose qui était catastrophique. Donc les 3 positions possibles, c'est de faire soit de l'endocut, mais je pourrais vous montrer, là malheureusement je n'ai pas le temps, donc c'est comme un petit couteau qui permet de couper la sténose, soit mitomycine C, vous savez, c'est une chimiothérapie qu'on met en local, donc on fait un spray de mitomycine, et donc comme c'est de la chimiothérapie, ça évite
que le tissu de fibrose ne se régénère. Donc c'est assez élégant. Quant aux corticoïdes intramuqueux, qui sont des ponctions pour éviter que la fibrose inflammatoire se fasse, ça, c'est quand même piqué dans une zone qui est fragile. Ça demande une technicité qui est quand même assez importante. Et il y a peu d'endoscopistes qui maîtrisent bien ce geste. Donc ça... c'est ce qu'on voit après un endocut, vous voyez, hein, ça déchire bien, mais ça permet d'éviter que les sténoses ne soient trop délétères. Le risque cancéreux n'est absolument pas nul, c'est même diabolique, d'accord. Donc c'est vraiment important hein, de savoir que quand un enfant va faire une œsophagite caustique, d'accord, il a un risque qui est majoré de plus de 1000 à 3000 fois, avec, dans les études longitudinales qui sont à notre disposition, 30% de risque de faire un cancer de l'œsophage, qui est absolument abominable. Hein. Donc il faut véritablement les surveiller, et dans la transition, parce que malheureusement nous on est pédiatres, et donc le pire pour nous c'est que 100% des enfants qu'on suit à un moment vont devenir adultes, et donc les adultes, quand ils perdent un patient, ils le perdent. Hein. Nous, quand on perd un patient, c'est qu'il devient adulte pour la majorité. Donc, il faut vraiment, dans la transition, accompagner avec une annonce diagnostique ultérieure. Donc, évidemment, la prévention avant tout, mais ça, vous connaissez tous les éléments qui nous permettent d'éviter qu'il y ait ces ingestions de caustiques. Et pour finir sur une note, parce que c'est quand même très, très, on va dire, lourd, ces ingestions de caustique, mais j'espère que vous avez compris hein, les messages importants qui sont assez nouveaux, hein, avec l'avènement maintenant du scanner qui va être de plus en plus intéressant. Le mieux pour la meilleure prévention, c'est la guidance parentale. C'est de réussir l'examen de guidance parentale. Donc, comme on est dans une période juste de post-examen, je vous ai mis sur ce qui a été mis dans les réseaux, sur les florilèges des derniers petites réponses dans les brevets sur des questions qui ont été posées. Donc, j'ai trouvé ça tout à fait mignon. Ça aussi. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça cocasse. Ça, c'est vrai. Et ça aussi, j'ai trouvé que ça en maths, c'est bien. Hein. C'est très précis. Et celle-là aussi, c'est une droite, voilà, et tac, ça tourne. Voilà, ça c'est pour les amoureux du rugby. Et puis alors ça, je ne connaissais pas non plus. Hein, donc ça aussi, on le sait, ça c'est... Bon, et ça, j'ai hésité à la mettre celle-là. Hein. Donc la vérité sort de la bouche des enfants. Ça, je trouve qu'il a vraiment exagéré. Là, il a vraiment exagéré. Sans commentaire. Donc pour finir le message, produit caustique ingéré, quelle heure? Le pH, on teste le produit. Est-ce qu'il a des signes fonctionnels? pH strictement inférieur à 2, strictement supérieur à 12. Il faut faire une endoscopie strictement inférieure à 2 le plus tôt possible, strictement supérieur à 12 après 6 heures. Si jamais il y a plus de 80 ml ingérés, on fait un scanner. Si jamais ça a eu lieu il y a plus de 3 jours, on fait un scanner. On contacte l'endoscopiste pour faire l'endoscopie. Si jamais c'est en dessous du 2A, pas de problème. Si c'est au-dessus du 2B, il y a un risque de sténose. Il faut mettre des corticoïdes. Attention, on retire les habits, on rince à l'eau, en particulier les yeux, on proscrit les vomissements et on reste à jeun strict. Je vous remercie de votre attention. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, alors c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas de protocole à ce sujet. Et donc, effectivement, ce
que on fait nous, mais ça c'est pas protocolaire, c'est que pendant l'endoscopie, on met une sonde gastrique sous contrôle de l'endoscope et donc on les réalimente dès le lendemain avec une sonde qui est donc une alimentation du coup gastrique. L'état de l'estomac, la nécrose, c'est vraiment quelque chose d'acide. Il y a très très peu de nécrose gastrique. Mais effectivement, s'il y a une nécrose gastrique, on attend 3 à 5 jours. Le problème, c'est que si on ne pose pas la sonde, il ne faut pas que l'infirmière la pose comme ça à l'aveugle. Et donc, dans ces cas-là, quand l'enfant est très atteint ou qu'il y a un grade 3, mais le grade 3, c'est assez rare, dans ces cas-là, nous, pendant l'intervention, on demande de poser un cathéter d'alimentation. Et là, on a un enfant qui a eu un problème comme ça la semaine dernière. Et donc, celui-là, jusqu'à l'endoscopie de contrôle de J7, pendant une semaine, il n'est pas alimenté. Donc, ta question a été extrêmement pertinente. Je ne l'ai pas mis parce que ce n'est pas protocolaire. Monsieur Clarisse. Marc, il y a quelques années, les néonatologues s'étaient un petit peu excités avec la possibilité d'utiliser l'épidermal growth factor dans le traitement des entérocolites nécrosantes. L'épidermal growth factor dans les entérocolites nécrosantes. Est-ce qu'on pourrait imaginer que des facteurs de croissance sur de telles lésions œsophagiennes ou gastriques pourraient éventuellement être testés? Est-ce que ça a un intérêt théorique en tout cas? On a peur parce que dès qu'on sollicite et qu'on stimule, on a peur que ça donne à manger à la fibrose en fait. Et donc, comme tu vois, on met plus des chimiothérapies plutôt que des facteurs de production cellulaire, parce que ce qu'on a peur, c'est qu'il y ait une réaction qui acutise, entre guillemets, la sténose. Et en phase secondaire, je dirais, c'est trop tard. Docteur Denis, dernière question. Stade 1 et 2A, pour les enfants qui rentrent chez eux, vous proposez aussi du miel comme Pardon? Le miel. Je ne sais pas. Est-ce que l'intérêt du miel peut... Ça n'a pas été étudié. C'est une excellente idée. On sait que ça, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça diminue l'impaction. Mais le miel, l'intérêt, c'est que vraiment, ça fait glisser la pile, ça évite que la pile, elle s'incruste dans l'ésophage. Là, le caustique, ça coule un petit peu. C'est souvent une atteinte beaucoup plus longue. Et donc, je crains que le miel, il ait un pouvoir, entre guillemets, dissolvant qui soit un petit peu plus faible. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, l'idée, c'est de leur donner rien à manger. Hein. Merci Marc, merci à vous tous merci. de venir. Et donc demain matin, l'atelier à 8h.